Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 138. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Mon invité aujourd'hui est Nelly Brossard. Nelly est vice-présidente de InsurTech France, une association des acteurs dans l'intersection tech et assurance. Elle est également partenaire de Blackfin Capital Partners et membre du comité de conseil de plusieurs organisations. Nelly est un grand expert dans le domaine de InsurTech. Dans cette conversation, nous abordons les tendances dans ce segment, les opportunités et enjeux, comment gagner la confiance de la clientèle, la relation entre les grands groupes et les startups, et comment gérer son personal branding en ligne efficacement. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour aller laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Nelly Brossard, bienvenue au show Minter Dialogue. Ça me fait plaisir de t'avoir. C'est un sujet que je ne connais pas beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans l'insurance tech une fois, qui travaille sur un projet qui s'appelle Caché, qui sort de l'Estonie. Mais donc, c'est un sujet que je voulais comprendre mieux en te parlant. Nelly, dans tes mots à toi, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour Winter, ravie d'être merci de l'invitation, ravie d'être là avec toi pour ce moment. Alors qui je suis? C'est une belle question. Alors aujourd'hui, je suis Nelly Brossard, donc je suis aujourd'hui consultante indépendante et advisor depuis quelques semaines. Précédemment, j'étais directrice associée pour le secteur de l'assurance chez Capgemini Invent, donc la filiale de transformation digitale de Capgemini. Et puis avant cette période de consulting, j'ai fait vraiment toute ma vie professionnelle dans le secteur de l'assurance, toujours en tant que dirigeante dans différentes structures. Donc soit des structures de courtage, soit des structures, des startups, des mutuelles d'assurance, et avec, si je peux dire, un fil rouge qui est celui du développement, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est digital, tout ce qui est marketing. Enfin, c'est vraiment ça qui m'anime. Donc tout ce qui, on va dire, tech orienté client et assurance. Voilà, donc j'ai par exemple, si pour illustrer un petit peu, j'étais par exemple directrice du marketing et de la communication de Wacam, c'est l'ancienne La Parisienne. J'ai aussi participé à la création d'Amagis, donc la filiale de vente directe de Groupama, où j'étais directrice générale de cette filiale. J'ai été aussi la directrice du marketing et de la distribution du groupe Groupama. Et puis aussi même genre de position, la directrice du marketing et de la Digital Factory à la Maïf. Voilà, donc beaucoup de mutuelles, des petites structures, des projets plutôt assez innovants et de transformation. Et puis après, j'ai été aussi, et je m'arrêterai là, la directrice générale adjointe de la Mutuelle des Motards, donc qui est une mutuelle affinitaire. Voilà, où je m'occupais aussi de pas mal redévelopper, notamment la partie distribution et la partie IT. Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire, professionnelle, parce que quand tu me dis qui es-tu, il y a pas que ça, il y a d'autres choses. On est bien Et d'accord. et donc aussi, ce que tu as commencé à dire, je suis très impliquée dans l'écosystème des InsurTech depuis pas mal de temps. Donc à la fois en tant que vice-présidente d'une association qui s'appelle InsurTech France, qui a été créée en 2020 et qui aujourd'hui fédère en fait les acteurs de l'InsurTech en France, pour accélérer vraiment contribuer en fait à l'accélération de la transformation de l'assurance au service des clients. Donc c'est vraiment pour échanger, pour fédérer, pour promouvoir en fait tout ça. Il y a à peu près aujourd'hui 250 membres, donc il y a des InsurTech, mais pas que. Il y a aussi des assureurs, il y a aussi des courtiers, il y a aussi des fonds, il y a aussi des incubateurs. Voilà, il y a tous les gens qui travaillent avec et autour. Donc l'InsurTech, il y a cette association. Je suis aussi membre d'un réseau d'experts InsurTech FinTech au sein de Blackfin, qui est un fonds d'investissement.
Donc ça aussi, c'est important, ça donne une vision de pas mal de choses sur ce marché. Et puis alors après, si on rentre dans l'opérationnel, je suis au comité stratégique et actionnaire aussi, petit actionnaire, hein, plutôt business angel, on va dire, ou friends and family de différentes insurtech, souvent petites encore. Donc il y a Assurdeal, qui est une plateforme qui fait de l'achat et la vente de portefeuille. Il y a Balloon, qui fait du courtage en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, qui digitalise la partie automobile et santé pour cette région du monde. Il y a aussi Astoria, qui est très intéressant, qui est un moteur de sourcing européen des insurtech, donc qui va sourcer et qualifier les insurtech, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est la partie qui vient compléter à la fois en tant qu'actionnaire, comité stratégique et puis autant que bénévole sur cet écosystème. Donc ça, c'est ça. Tu m'arrêtes si j'en dis trop. Et puis après, dernier point aussi que je voulais évoquer, qui est important, c'est que je suis aussi engagée sur des sujets qui nous touchent tous au niveau de la société, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup de la diversité et à l'intérieur de la diversité, plus spécifiquement, moi, je suis engagée sur la partie parité. Donc, la parité homme-femme, notamment donc dans le secteur de l'assurance, parce que je travaille dans l'assurance, donc je peux plus agir, et dans le secteur de la tech. Donc, je suis engagée dans une association qui s'appelle Parité Assurance, qui est dans le secteur de l'assurance. Et puis dans les Digital Ladies and Allies, donc c'est vraiment dans la Que je tech. connais. Voilà, et très bien, alors si Mérité, tu connais. Mérité et autres. Voilà, Mérité et tout le bureau. Et parce qu'il y a un vrai sujet dans le numérique, dans l'assurance et puis en général, où il faut contribuer à ce qu'il y ait plus de femmes, ou qu'il y ait plus de représentativité. On va pas faire le débat maintenant. Mais en tout cas, moi, j'essaye de contribuer modestement aux efforts qu'on fait tous depuis pas mal d'années, aux initiatives, aux actions concrètes. Et voilà, et on avance. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et puis pour finir, peut-être aussi, voilà, je suis aussi une maman de 4 enfants qui sont grands, qui sont tous adultes maintenant, qui ont entre 20 et 28 ans, dont certains travaillent aujourd'hui, notamment dans le digital. J'en ai 2 qui travaillent dans le digital et puis 2 autres qui sont encore étudiants. Voilà, donc ça aussi c'est important parce que quand on demande qui on est, ça fait partie aussi de qui on est et voilà, et accessoirement je pratique aussi beaucoup de sport comme le footing et puis je me suis remise au tennis aussi il y a pas longtemps. Donc voilà, Génial. petite Il panoplie. faudrait que je te convertisse au paddle tennis, Ah oui, si tu n'as jamais faut fait. essayer. J'ai pas essayé encore, mais je vais Ça, essayer. je suis un C'est le grand fou grand, là-dessus. c'est en mode, enfin en poupe en ce moment. Donc, si j'ai compris, tu as le nid moitié plein encore, Voilà, moitié, ouais. avec 2 enfants. Alors, comment est-ce que tu es arrivé dans l'assurance? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce milieu, cette industrie? Alors, comme beaucoup de gens, comme 90% des gens, je pense totalement par hasard. Hmm. En fait, j'ai eu une première expérience professionnelle alors ça va te faire rire, en 95, dans une des premières, ça s'appelait pas une start-up parce qu'on n'appelait pas ça trop comme ça ici, qui travaillait dans le web. Alors le web, déjà, personne savait trop ce que c'était à l'époque, hein. 95, Et donc c'était tôt. c'était une start-up qui faisait du paiement sécurisé sur Internet. Donc à l'époque, on ne faisait pas de e-commerce, donc on payait pas trop. Mais en tout cas, c'était une start-up hyper innovante qui avait développé un porte-monnaie électronique, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, nos wallets, mais tellement en avance de phase. Il n'y avait pas les téléphones mobiles où on mettait le wallet dedans, hein. C'est un porte-monnaie qu'on avait et qui était un petit porte-monnaie qu'on mettait sur son ordi en fait, et qui permettait de payer de façon sécurisée. La start-up était passionnante avec des ingénieurs de l'INRIA. Donc j'ai commencé là. Et pour répondre à ta question, en fait, assez vite, on a eu un seul client qui était la compagnie bancaire qui a été rachetée après par BNP Paribas, qui a acheté ce portefeuille, mais c'était vraiment trop en avance sur son temps. Et ensuite, en fait, on s'est mis à créer des sites web parce qu'en fait, les gens n'étaient pas sur le web, ou s'ils étaient sur le web, ils étaient en web vitrine. Alors aujourd'hui, ça fait rire de dire ça, mais un web vitrine n'est pas un web marchand. Mhm. Donc, on a mis des acteurs sur le web.
Donc des acteurs de petites annonces, de journaux, enfin tous ceux qui pouvaient être intéressés par du paiement à l'acte avec des petites sommes, qui avaient ce problème de comment je paye 1 euro, 2 euros pour un article, une petite annonce. Et en fait, en faisant ça, donc j'ai rencontré énormément de monde. Je faisais vraiment mon premier job, c'était l'évangélisation d'Internet. J'essayais d'expliquer pourquoi Internet et le e-commerce allaient changer la vie des gens. Et on était en 95, donc on était quelques-uns, mais pas tant que ça en France à parler de ça et à travailler là-dedans. Et en fait, en travaillant là-dessus, un jour, mon chemin a croisé quelqu'un qui travaillait dans l'assurance, dans une boîte qui s'appelle le CAPA et qui est une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une boîte de conseil qui était aussi financée d'une part par la profession d'assurance et d'autre part qui faisait du conseil pour la profession d'assurance et qui m'a dit bah tiens c'est intéressant ce que tu fais, il y a vraiment des gros changements pour notre profession d'assurance parce que l'assurance il y a du direct, il y a des intermédiaires, il y a de la distribution, c'est mondial, donc il y a beaucoup de elle percevait à travers ce qu'on expliquait sur le e-commerce des changements et elle m'a présenté à l'époque au directeur général du CAPA qui est Henri De Bruyne hein, que j'en profite pour saluer et que je vois toujours aussi donc on a discuté et on a échangé et on s'est dit qu'il y avait une grosse opportunité de créer une une petite entité au sein de cette du CAPA pour dédier en fait à tout ce qui était nouvelle. Alors on appelait ça les nouvelles technologies de communication à l'époque, les NTIC en français. Donc l'objectif c'était de voir ce que ça allait pouvoir changer dans le secteur de l'assurance. Donc j'ai commencé par faire des newsletters, faire des études sur des analyses sur les sites web des assureurs, qu'est-ce qu'on y trouvait. J'ai fait des voyages d'études aux États-Unis où j'ai emmené les décideurs d'assurance français voir ceux qui étaient en avance. Donc des gens comme MetLife, comme Progressive Insurance, comme des gens comme ça, qui avaient fait des choses très intéressantes déjà sur le web. Donc on était sur le web 1.0 à l'époque, hein, enfin même Bien pas sûr. le web vraiment du début. Avec Et Flash, voilà. Et par c'est comme exemple. ça que je suis rentrée dans le secteur par hasard en faisant de l'évangélisation et avec des gens qui se sont dit que ça allait changer leur industrie, qui étaient visionnaires et qui se sont dit tiens, bah, si on développait une practice là-dessus pour aider les assureurs à commencer à avancer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par ça et puis après bah, j'ai été dans d'autres structures derrière. Voilà, Oui, bah, voilà comme tu toute as l'histoire. raconté, mais c'est génial. Dans cette première activité, j'entends quelque part un espèce de pré-PayPal. J'imagine l'histoire de micro-paiement qui, qui est une friction terrible parce que ça demande aux gens aujourd'hui de mettre leur carte de crédit, même si je paye 1 euro. Et est-ce que c'est sécuritaire? Quel niveau de confiance que j'ai avec l'Internet? Et par rapport aux Chinois, qui eux sont tous organisés autour de la carte de crédit en ligne, c'est-à-dire toute identité est presque payante, presque, on va dans le sens où ils peuvent faire des transactions. Tandis que toi, tu étais vraiment là en amont d'un gros sujet qui était comment rendre le paiement en ligne. C'est fascinant. Alors, tu as parlé des États-Unis pour faire des voyages. Dans le monde dans l'assurance et l'insurance tech, évidemment, chaque pays est différent parce que les règles de l'assurance réglementaire sont différentes, en tout cas, j'imagine, entre les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, même la France au sein de l'Europe. Qui aujourd'hui est en amont dans ce secteur de l'assurance et de l'insurance tech, selon toi? Dans ta question, c'est dans le monde entier? Enfin, c'est dans le monde? Oui, C'est beaucoup en Asie, il y a pas mal de choses intéressantes parce qu'il y a des usages, ce que tu as dit, hein, des usages qui sont assez développés sur le paiement, sur le mobile. Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'embedded insurance, enfin avec mon accent, l'assurance embarquée en fait, qui est directement embarquée dans les plateformes, donc dans les produits, donc dans les grosses plateformes de e-commerce. Donc Asie et puis États-Unis aussi, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, après, en Europe, on n'est pas du tout. On a des choses aussi très intéressantes au niveau européen. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un marché qui est très réglementé, en effet. Mais il y a beaucoup d'insurtech aujourd'hui qui sont positionnés au niveau mondial. En fait, elles commencent à émerger dans un pays
Et puis très vite, il y a le sujet j'ai parlé en anglais, de la scalability, mais du déploiement en fait dans les autres pays. Et en fait, très vite, on le voit, des grosses pépites, des licornes, des grosses sociétés françaises, même elles, comme des gens comme Descartes, Underwriting, comme Shift, etc., sont dans tous les pays en fait. Et on voit pareil, Lemonade qui est arrivé en Europe aussi, qui est une grosse insurtech. Donc en fait, ce marché il est mondial. Effectivement, avec des choses à regarder en Asie, des choses à regarder aussi en Inde aussi, ça bouge pas mal. Asie, je mettais pas forcément l'Inde dedans, mais donc vraiment tout ce qui est, il y a Chine, Japon, il y a l'Inde, il y a les États-Unis, puis il y a l'Europe où il se passe beaucoup de choses. Donc il se passe des choses un peu partout avec chaque fois selon la culture, selon voilà, il y a des pays où les usages sont pas tout à fait les mêmes sur le mobile, sur les plateformes, et donc ça s'adapte un peu à tout ça. Mais en Europe, on a beaucoup de choses, et en France, on a pas mal de choses en France. Si on prend l'Europe, tu vois, en France, il y a l'Angleterre, l'Allemagne et la France qui sont un peu les trois pays qui sont les leaders en Europe aujourd'hui. Et beaucoup d'insurtech sont déjà se mettent en général dans un premier pays, puis ensuite vraiment en Europe, et puis ensuite dans le monde entier, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Je je dois avouer que si je pense à l'industrie de l'assurance, je enfin, je j'ai pas de statistiques autour de ça, mais il y a toujours une certaine méfiance de la part des clients par rapport à, ben, est-ce que c'est le meilleur prix? Est-ce que je vais pouvoir avoir comment on appelle ça? Un rédemption si il y a un dégât des eaux, des choses comme ça. La particularité de ce qui se passe en Europe, quand tu parles de l'Allemagne, la France et l'Angleterre, qu'est-ce qui en ressort des innovations, des initiatives en Europe qui font que c'est un peu la spécificité de l'Europe par rapport à d'autres pays? Je sais pas forcément répondre à cette question. Je pense que c'est plus un sujet d'usage des gens qui sont un peu différents. C'est un marché qui est très réglementé. On a un gros sujet. Aujourd'hui, les insurtech, elles sont vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'assurance. Donc surtout toutes les briques. Effectivement, l'idée, c'est d'apporter une forme d'innovation, de réinvention, en fait, surtout sur des maillons de la chaîne. Enfin, on voit beaucoup d'insurtech qui sont spécialisés sur des sujets. Tu parlais de l'indemnisation, donc la gestion des sinistres, qui est un des points importants. Il y en a beaucoup qui sont spécialisés sur, par exemple, l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle et du machine learning, par exemple, pour regarder les dégâts sur, par exemple, une voiture, et pour les évaluer de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus automatique, et pour aider et pour aller plus vite. En fait, c'était un exemple, mais en fait, les insurtech aujourd'hui, elles sont vraiment sur toute cette chaîne de valeur. Euh, et, euh, et en fait, elles apportent on va dire, de la simplicité, une meilleure expérience client. Elles apportent, c'est surtout ça en fait, avec la data, avec l'IA, pour la plupart. Cette technologie, elle permet de répondre en fait aux attentes des clients et des partenaires distributeurs sur toute la chaîne de valeur. Donc on voit, il y a beaucoup d'insurtech aujourd'hui qui sont sur la partie plus de la distribution. C'est ce qu'on appelle un peu les néo-courtiers. Je sais pas si tu connais des gens comme en France, comme le Plus Simple ou Lovis ou d'autres, ou Léo Care, qui sont vraiment sur cette partie-là. Donc ils amènent de la transparence, de la simplicité, de la fluidité. C'est beaucoup plus facile pour le client en fait de souscrire avec eux. C'est un peu comme au début les néobanques, ça s'est concentré sur cette partie avec des produits plus simples, des meilleures expériences. C'est un peu la même histoire. Après, il y a d'autres acteurs qui sont sur plus la relation client, comme par exemple, je vais pas citer tout le monde, hein, mais comme Zelrose, par exemple, qui aide à mieux comprendre les besoins des clients, à mieux conseiller les clients, à mieux faire du cross-selling, du upselling en utilisant la data. Ou une startup aussi qui est intéressante, qui s'appelle Minalea, par exemple, qui permet
d'avoir ce qu'on appelle un conseiller augmenté. Donc, le conseiller en assurance qui va te proposer des produits, lui, il va avoir des éléments avec la data et l'IA. Il va pouvoir, c'est des outils qui permettent de l'aider, par exemple, à analyser tous les produits du marché. Quelqu'un avec son cerveau a du mal à analyser tous les produits en 2 minutes et à savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux chez l'un ou chez l'autre. Là, d'un point de vue garantie, ça va permettre de dire, voilà, moi, je vais vous proposer tel produit par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, vous aurez telle garantie en plus. Donc, il y a pas mal d'acteurs qui aident en fait sur cette partie de comment je peux aider le conseiller au service toujours du client. Donc, c'est toujours ça, au final, c'est au service du client, mais c'est souvent aussi aider un conseiller ou un intermédiaire d'assurance. Il y a aussi des acteurs qui sont, tu vois, par exemple, sur la partie tarification. Donc, la tarification dans l'assurance, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de données qu'on prend. Il y a des algorithmes de tarification, il y a des critères qui sont différents, qui jouent beaucoup, qui sont très forts pour certains. Et donc, il y a des gens qui ont des insurtech comme par exemple Accurate, mais il y en a d'autres qui ont des moteurs pour modéliser en fait les risques, les tarifs, et qui permettent d'aider en fait les gens qui font les tarifs à aller beaucoup plus vite et à faire différents scénarios et à prendre en fait des meilleures décisions. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire. On a des gens aussi très intéressants, j'en parlais tout à l'heure, qui sont des gros, maintenant qui sont mondiaux, qui sont devenus mondiaux, qui étaient français au départ, comme Descartes Underwriting. Eux, ils sont sur le sujet des catastrophes naturelles. C'est un gros sujet dont on parle, du risque climatique. Et ils ont développé des modèles à partir des données de la météo. Donc, on est vraiment sur ces données météo, des données externes, de la data, de l'IA. Et ils permettent d'aider, en fait, à couvrir des risques qui sont difficiles aujourd'hui, on sait bien, à couvrir, et qui sont des vrais sujets de préoccupation de chaque citoyen et de chaque personne au niveau mondial. Donc, il y a vraiment aussi cette data et ces acteurs qui sont au service de ça. Je vais pas tout te dire, mais juste pour te dire, un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est par exemple la fraude. On sait qu'il y a, dans notre secteur, tu parlais de la Bien sûr. confiance. Il y a des sujets, parce qu'il y a des sujets quand même de fraude, il y a des montants qui sont importants, il y a des personnes qui peuvent frauder, soit en déclarant des choses qui ne se sont pas passées comme ça, soit avec des documents qui sont faux. Donc il y a des acteurs qui sont spécialisés sur la détection de la fraude, un acteur comme Shift aussi qui est mondial, ou des acteurs qui sont sur ce que tu disais, préoccupation de est-ce que je vais bien être payé rapidement, au bon prix, est-ce qu'on va bien rembourser les dégâts et les sinistres que j'ai subis. Et donc là aussi, il y a des acteurs comme des gens comme BDO, comme WeProve, il y en a plein d'autres, Tractable, qui travaillent là-dessus pour aider en fait à accélérer en fait cette vision du risque, des dégâts, le coût, et puis simplifier l'expérience du client, parce qu'au final, c'est toujours le client qui a besoin que ce soit plus simple, plus clair, plus transparent, et la data est plus rapide aussi, et qu'on prenne vraiment en compte ce qui lui est arrivé. Et la data et l'IA aident aussi. Donc voilà, sur tout ça, il y a même des gens là qui se sont mis sur la partie réassurance, donc la partie plus amont et plus technique. Il y a même des insurtech là-dessus, pour te dire qu'il y a surtout il y a maintenant des gens qui interviennent. Et l'objectif, c'est vraiment que ces acteurs-là, ils sont vraiment là avant tout pour transformer notre secteur, et pour la plupart, ils coopèrent en fait avec les assureurs dits classiques, avec les grands groupes d'assurance, avec les grosses mutuelles, et ils sont vraiment dans une phase où ils vont coopérer et en fait les aider à accélérer sur ces sujets et à digitaliser, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont sur des points très précis et qui ont des modèles, qui ont vraiment développé des propositions de valeur très concrètes et qui peuvent s'intégrer et accélérer une digitalisation des assureurs qui, eux, s'ils devaient refaire la même chose, mettraient plus de temps, ça leur coûterait de l'argent. Et donc là, c'est des acteurs qui ont vraiment de la vraie valeur à intégrer dans les compagnies d'assurance. Voilà. Hi, I'm Christina Yerling Biro, host of the podcast Pop Culture Confidential.
Join me as I go way behind the scenes with some of the most influential people in entertainment and media. Hear actors such as Succession's Brian Cox talk about his favorite characters to play. There always has to be a mystery. The audience have to be in a situation where they want to know what's going on. Meet studio execs like Pixar chief Pete Docter and learn his secret on how he makes us cry. Emotion is our first language. And so many others who are defining popular culture, from Obama speechwriter David Litt to Top Chef host Padma Lakshmi. We don't often think about food politically, or we don't want to, but it really is. Join me. Search for Pop Culture Confidential wherever you get your podcasts. Alors, ce que je peux dire par rapport à tout ça, Nelly, c'est que de toute évidence, tu t'y connais très, très bien. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, je fais un parallèle avec un autre secteur dans lequel je m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation de tout ce qui est digital, disons numérique, l'IA, etc., dans le monde de la thérapie et comment les technologies peuvent t'aider dans les thérapies. Et puis, de plus en plus, on est en train de décortiquer la chaîne de valeur et regarder comment une machine learning peut aider dans une partie de la chaîne de valeur et pas l'ensemble, car il s'agit d'une grande spécialisation qui est de toute évidence en train de se passer dans tout ce que tu racontes. Et alors, dans ce monde de insurance tech, il y a évidemment les startups qui sont indépendantes, entrepreneurs, friend and family, seed round, etc. Et puis, il doit y en avoir quand même beaucoup qui proviennent des grands groupes et où, dedans, en incubation, on ne sait pas. Raconte-nous un peu comment est le écosystème en France entre les startups et les grands groupes. Alors, comme tu dis, il y a un écosystème assez important avec beaucoup de startups en France qui se sont mis sur ce sujet-là, parce qu'il y a un vrai besoin. En fait, c'est en réponse à un besoin. Il y a les grands groupes. Aujourd'hui, il y a quand même assez peu. Il y en a quelques-unes, mais il y a assez peu on va dire, d'intrapreneuriat ou de startups qui émanent de grands groupes. Il y en a quelques-unes. Il y a Covea, par exemple, qui a fait des choses sur l'habitation. Il y a la Société Générale côté assurance qui a fait des choses avec Moonshot. Chez Covea, c'est Apnin, ça s'appelle. Donc, il y a je vais pas tous les citer, mais il y a quelques énergies là-dessus, mais assez peu, en fait. Il y a plutôt d'un côté, les grands groupes d'assurance mutuelle, banques assureurs traditionnels, instituts de prévoyance, etc. Et puis, il y a les insurtech. Et en fait, pendant longtemps, c'était un peu vécu, les insurtech étaient un peu vécus comme des concurrents de ces grands groupes. Et en fait, aujourd'hui, on a une phase où on est plutôt où tout le monde a compris que pour innover, pour accélérer, il fallait aller chercher, on va dire, les capacités, les compétences des insurtech, et où les insurtech ont compris elles avaient besoin des réseaux de distribution, de la force de frappe, du positionnement, de l'image des assureurs, et que en fait, en gros, les uns ont besoin des autres, avec chacun ses apports, chacun ses compétences, on va dire, et ses spécificités. Et donc, dans une phase où ces deux mondes sont différents, et ils ont bien compris qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour accélérer, se transformer. Donc, on est vraiment dans cette phase on va dire, d'acceptation, et où ces acteurs, cet écosystème travaillent de plus en plus ensemble, de plus en plus main dans la main. Donc aujourd'hui, les assureurs, ils perçoivent vraiment, il y a des études qui le montrent, les insurtech comme étant un des leviers majeurs pour accélérer. Ils se sentent concernés par ça. Ils ont envie, les assureurs et les mutuelles, elles ont envie d'accroître ces coopérations et de travailler avec elles. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les insurtech aujourd'hui sont vraiment perçus comme un des éléments majeurs. Les insurtech par les grands groupes, les insurtech ont besoin des grands groupes pour se développer. Donc la question est plus aujourd'hui de réussir à bien travailler ensemble, de réussir à bien combiner en fait les atouts, ce que je disais, les atouts des acteurs traditionnels, donc la marque, leur base de clients, leur data,
leur maîtrise L'air technique, leur fou. réseau, la force. Et puis les atouts des InsurTech qui sont l'agilité, la simplicité, le digital, les expertises, les niches, leur attractivité parce qu'elles arrivent à attirer des nouveaux talents sur la data l'IA. Il y a plus de mal côté assureur d'attirer les talents. Donc en fait, on en est là. Donc c'est un peu le défi, c'est de mieux travailler ensemble. Et puis on a des coopérations pour répondre à ta question sur cet écosystème qui peuvent être très différentes. Ça peut être une coopération purement commerciale où on va travailler commercialement avec telle boîte, ou ou plus technologique où on va développer, co-développer, partager une technologie. Ça peut être aussi capitalistique. Donc ça peut être un grand groupe qui va investir dans des startups. Donc, il y en a beaucoup qui investissent soit directement via des fonds qui vont créer, soit via des fonds et où ils investissent dans les InsurTech. Donc, il y a tout ça qui est en train de se créer. Et donc, en fait, après, l'écosystème et les relations, elles vont dépendre un peu de ce qu'ils veulent faire ensemble. Donc, soit c'est du commercial, soit c'est de l'investissement, soit c'est du partage vraiment de technologie. Donc, en fait, selon le type de coopération, on va avoir des relations qui sont différentes. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans un écosystème qui se parle, qui travaille ensemble, où c'est pas toujours super facile parce que il y a pas la même façon, il y a pas la même dimension temps, on va dire. Il y a pas les mêmes organisations, donc il y a pas la même temporalité, il y a pas la même organisation, donc il y a pas toujours les équipes dédiées pour travailler ensemble. Il y a pas toujours on va dire la même ouverture. On a beaucoup plus de diversité, de multiplicité d'expertise, de profils. Enfin, il y a le côté ouverture faut vraiment ouvrir les chakras et ouvrir les écosystèmes. Donc ça, c'est pas simple. Et puis, il y a le partage de valeurs. C'est pas toujours très clair de bien voir comment ça va être gagnant-gagnant entre les uns et les autres pour que, voilà, parce que les InsurTech, souvent, elles ont une vision elles doivent avoir une vision malheureusement un peu plus court-termiste sur des aspects parce qu'elles ont souvent des fonds d'investissement. Donc il faut aller vite, etc. Faut passer vite à l'échelle, faut cranter. Et les grands groupes, ils sont plus dans un temps long, donc c'est pas forcément évident que tout le monde travaille ensemble. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour être positif, c'est que ça progresse, ça se renforce, ça se construit, et que en quelques années, il y a vraiment des coopérations très fortes qui se sont mises en place. Et c'est extrêmement intéressant de voir cet écosystème qui bouge et qui avance. Ce que j'entends dans ce que tu racontes, Nelly, c'est que il y a encore ce problème de comment intégrer l'innovation, l'entrepreneuriat dont tu parles dans les grands groupes. C'est ce que j'en ai retiré, car c'était une question quand j'étais moi chez L'Oréal il y a longtemps. Comment faire en sorte? Donc, on investit, mais combien est-ce que je fais juste cling avec le bas de ligne avec cet investissement, ou est-ce que j'arrive à percevoir ou intégrer ce filon innovateur dans mon groupe pour que nous, on bouge aussi. Donc, je vois ça. Par rapport à l'insurance tech, on parlait de l'assurance et la confiance qu'on peut avoir dans l'assureur. Je me demandais comment est-ce que, si il y a dans les profils démographiques, sociodémographiques, comment c'est au niveau du client, l'acceptation de tout ce qui est insurance tech. Je pensais aux néobanques dont tu parlais aussi, ça c'était avant. Et quelle est la perception dans le B2B? Parce que j'imagine quand même qu'il y a comme un Société Générale ou un AXA va regarder quelle est dans le business, l'acceptation, la confiance qu'ils ont dans l'insurance tech. Tu parles des clients finaux? Oui, en premier, les clients et les partenaires finaux, et Oui. le deuxième au niveau des partenaires et B2B. Ok. En fait, il y a une confiance des clients. Les clients, ils attendent qu'on leur apporte de la simplicité, un parcours, etc. Donc il y a une confiance qui existe. Après, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de il y a une plus grande confiance, on va dire, théorique, parce qu'il y a plus de transparence, il y a plus de simplicité de ces acteurs-là.
Après, les gens, aujourd'hui, ils ont un assureur, en général classique. Enfin, aujourd'hui, les insurtech en direct, en client final, c'est une toute petite part du marché. Donc aujourd'hui, les clients, ils sont avant tout chez les grands assureurs. Et ce que je te disais, en B2C, donc en direct avec le client, il y a quelques assureurs qui sont en direct et qui sont même qui ont l'agrément d'assurance aujourd'hui sur le marché en France, mais il y en a quelques-uns. Et ces gens-là, ils ont aujourd'hui, des clients, mais ils n'ont pas encore des millions de clients. Donc aujourd'hui, le marché, il est toujours chez les assureurs traditionnels et les mutuelles traditionnelles. Après, moi, je pense qu'il y a et on le voit dans les études, il y a une bonne contribution de ces acteurs à l'image, pour changer un peu l'image, parce que justement, elles apportent de la transparence, de la simplicité, enfin des choses qui sont recherchées par les clients. Mais pour être totalement juste, aujourd'hui, le direct c'est très peu en équipement aujourd'hui avec les insurtech sur le marché français. On est beaucoup plus sur ce que je te disais, sur de la coopération, sur des briques, donc sur de la tarification, sur des outils pour prendre les meilleures décisions, sur de la gestion sinistre. Et donc on n'est pas en lien direct avec le client, on est en lien avec, on aide l'assureur à se transformer, on aide les distributeurs à mieux distribuer pour une grosse partie des insurtech aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les clients, ils se tournent plus, bien sûr, ils sont en majorité assurés chez les acteurs plus traditionnels. Ça me fait penser au sujet de comparateur de prix, quelque chose que je connais bien en Angleterre. Il y a quand même une rotation churn entre les assureurs de par la facilité les comparateurs de prix. Et ça me fait penser aux comparateurs de prix de voyage et quelque part la capacité d'avoir une transparence entre le prix annoncé et le prix payé à la fin. Et je me demandais comment et quel est dans le marché français francophone l'histoire des comparateurs de prix. Est-ce qu'il y a des bons exemples avec de la bonne confiance ou est-ce que ça reste encore quelque chose un peu trop lointain pour beaucoup de consommateurs? Les consommateurs aujourd'hui, les comparateurs, ils les utilisent. Il y a je crois que les stats, c'est à peu près 1 sur 2 utilisent un comparateur pour aller voir et se renseigner. Donc c'est quelque chose qui est rentré totalement dans les usages. Il y a des comparateurs en France qui sont d'ailleurs aussi pour certains à l'international, qui fonctionnent très très bien. Donc aujourd'hui, c'est devenu un usage normal du consommateur d'aller comparer les prix avant de soit d'aller acheter en ligne, soit d'aller juste il compare et après il va voir son courtier ou son agent ou il va sur le site directement l'assurance. Enfin, ça lui sert de base en fait déjà pour regarder, se renseigner. Et puis parfois il finit en ligne, il demande à être appelé par la compagnie ou la mutuelle qu'il a choisie. Parfois il demande un devis et puis il réfléchit. Ou parfois il va aussi aller physiquement voir son assureur actuel ou lui téléphoner. Voilà, donc il y a des usages assez différents, mais en tout cas l'usage qui est fortement développé, c'est de comparer avec ces outils. Ça c'est Oui, clair qu'on est c'est très fortement développé aujourd'hui et c'est très utile pour les consommateurs pour se rendre compte et challenger en fait leur prime d'assurance. et il y a encore cette histoire de décalage qui peut être dans la méfiance. Je pense notamment au voyage. Est-ce que le billet d'avion qui est affiché 79 € aller-retour, je sais pas où, est-ce que c'est vraiment ça que je vais payer? Est-ce que ça comprend les impôts? Est-ce que les taxes d'atterrissage, etc. Et ce décalage, ou la pensée que c'est peut-être pas vrai, les 79 € dans ce cas de figure, fait que j'ai besoin de plus d'informations. Donc, j'imagine qu'il y a des services autour de l'IA qui essayent de répondre à un grand nombre de questions pour que ce soit pas toujours main-d'œuvre qui le fait. Sur ce sujet des comparateurs, en fait, vu que les comparateurs, ils passent par des formulaires qui sont assez complets, t'as pas trop ce sujet, enfin, t'es pas sur un tarif en 2 secondes avec un prix un peu harpon, qui est pas le bon Ah, prix. T'es quand même sur quelque chose d'assez précis. Alors après, quand tu vas finir vraiment et finir de souscrire, il y a des points à rechecker, mais globalement, t'es pas du tout dans cette approche-là. Enfin, les comparateurs, vu qu'il y a beaucoup d'informations qui sont demandées,
C'est vraiment proche. Enfin, il y a pas de, enfin, il y a pas du tout cette notion comme dans d'autres secteurs d'activité. On est vraiment sur le pricing qui va être le bon pricing. Après, il faudra être sûr que ce soit bien la bonne option, les bonnes garanties. Donc après, il y a de l'ajustement, mais au regard de ce que la personne aura décrit dans sa tarification, vu que c'est assez long, enfin long. C'est pas le comparateur qui est long, c'est l'assurance qui, par définition, demande un certain nombre de critères et d'informations. Vu les informations qui sont demandées, on n'a pas trop ce syndrome, même pas du tout ce syndrome là. Donc c'est différent d'autres industries où là D'accord. t'es vraiment très précis dans ton prix. Mmh. Alors, tu parlais de la coopération entre enfin, dans cet écosystème des grands et des petits, les startups et les grands groupes. Si tu avais en face de toi, un patron, une patronne d'un grand groupe, d'assurance, quel conseil apporterais-tu à cette personne de comment être mieux dans la coopération avec les petites? Ce que je disais, c'est déjà bien être clair sur les objectifs, enfin les enjeux, qu'est-ce qu'on veut faire. Je disais, on veut coopérer, est-ce que c'est juste capitalistique, est-ce que commercialement, enfin est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est capitalistique, enfin quel est le type de coopération, quels sont les objectifs communs. Et puis ensuite, oui, bien définir ça. Et puis ensuite, bien s'organiser pour dédier des équipes en fait, pour travailler ensemble, pour construire ensemble. Donc bien se structurer pour pouvoir travailler ensemble, bien Si définir la le communication. calendrier aussi. Oui, bien se structurer pour qu'il y ait des interlocuteurs dédiés. Euh, donc bien savoir où on veut aller, bien se définir le partage de valeurs. Voilà, qui paye quoi, combien ça coûte, etc. Donc être bien au clair aussi là-dessus. Euh, et voilà, et se définir un calendrier assez précis et avec ça peut, je pense que déjà ça peut fonctionner en ayant bien mis en place ces premiers points-là. Et Mm. si enfin, moi je pense à des amis qui travaillent dans les grands groupes et j'ai un peu l'impression quand même que c'est un autre type de langage, de parler avec des entrepreneurs. Alors tu parlais du temporalité qui est très, très différent par exemple. C'est-à-dire, les prises de décision dans un grand groupe, ça peut prendre des mois, alors que dans une petite, ils le font dans la matinée. Et donc la traduction, quelque part, dans la communication, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire ou faudrait-il mieux quand même avoir quelqu'un qui fait le pont entre les 2? Si, parce que je disais, en général, c'est bien d'avoir des gens qui sont dédiés et qui prennent le projet et qui le font avancer. Mais il faut être clair au départ par rapport aux enjeux aussi de l'InsurTech en question. Et puis encore une fois, ça dépend de la coopération. Mais si par exemple c'est pour digitaliser une partie, je sais pas, de la chaîne de valeur sur ce que tu disais tout à l'heure, les sinistres, il faut être clair sur voilà l'objectif au départ, la façon de travailler ensemble, les délais qu'on se donne et comment on cadence le projet pour réussir à le faire ensemble. Parce qu'effectivement, souvent, il y a des sociétés qui ont pas beaucoup de temps forcément devant elles et qui ont besoin de sortir assez vite quelque chose qui fonctionne. Du coup, il faut bien se caler là-dessus sur les enjeux des uns et des autres. Il y a des projets qui vont être à plus long terme. Il y a des projets où on va devoir vraiment faire travailler la data, faire travailler les algorithmes et qui vont peut-être prendre un peu plus de temps. Donc en fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment du type de projet et de coopération. Mais en tout cas, il y a, oui, bien être en phase sur où est-ce qu'on veut aller ensemble, dans quel délai et comment on fonctionne ensemble. Et fonctionner, ça veut dire avoir une équipe qui travaille vraiment main dans la main et avoir des instances de décision et pouvoir effectivement aller vite quand il faut sur les prises de décision. Ça traîne pas pendant des semaines. Ce qui est assez fréquent, c'est que souvent les insurtech, quand elles sont sur la chaîne de valeur et qu'elles commencent à discuter avec un grand groupe, souvent, on se rend compte que entre le début de la discussion et le moment où potentiellement il va se passer quelque chose, je parle même pas de travailler ensemble, souvent il se passe quasiment 8 mois, 1 an avant que ça démarre, quoi. Et ce qui veut dire que quand c'est des boîtes qui sont toutes petites,
qui ont pas encore, enfin qui ont pas beaucoup de moyens de cash pour continuer forcément très très longtemps, bah c'est difficile. Donc après, une fois qu'elles ont un premier client et une fois que voilà, après qu'elles ont commencé, bah les process vont un peu plus vite et puis souvent si ça dépend aussi de la phase. Si c'est une société qui a jamais commencé à déployer son produit, qu'elle déploie la première fois avec un grand groupe, ça va être beaucoup plus compliqué. Il va y avoir des plâtres qui vont être essuyés que si elle a déjà fait 3, 4, 5, 10 intégrations. Et là, ça va beaucoup plus rapidement. Donc, par rapport à ta question, il y a bien effectivement être au clair sur les enjeux, avoir des gens dédiés et effectivement bien travailler main dans la main ensemble en respectant les deadlines qu'on s'est fixées, quoi. Ce qui est pas facile, en fait, en effet. Non. Et puis de l'autre côté, les entrepreneurs doivent comprendre les enjeux dans la boîte aussi. Et puis là, il y a un espèce de langage à deux sens. Tu es quelqu'un qui est très présent sur les réseaux et c'est toujours un sujet pour moi et avec mes clients et avec mes amis de savoir comment, tout en étant mère, famille et quelqu'un qui a précédemment été dans ces grands groupes, comment tu gères ta présence en ligne? Tu as un blog, tu es sur Twitter, LinkedIn. Et dis-nous quelques consignes. Comment tu fais pour avoir à la fois cette présence en ligne et quand même faire du boulot? Pour moi, ça fait partie, de notre, ça fait partie de notre travail. Ça dépend ce que tu appelles la présence en ligne. Il y a ce qui est vu et ce qui est pas vu. Donc, pour moi, déjà, il y a un gros sujet, c'est d'avoir accès à des informations, à des personnes. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un des éléments. Il y a les rencontres physiques et il y a les réseaux sociaux. C'est un des éléments pour avoir des inputs, des informations, pour, on va dire, pour avoir des éléments d'innovation, pour voir ce qui se passe. Donc, c'est un vrai élément d'analyse et du marché, à la fois sur les acteurs du marché, les dernières innovations, les tendances, etc. Donc, c'est un vrai outil au quotidien. C'est normal de passer un petit peu de temps, en général le matin et le soir ou le week-end, pour regarder ce qui se passe. Donc, quelles sont les tendances, les usages, les nouvelles technos. Donc, globalement, dans d'autres secteurs et puis dans mon secteur d'activité. Donc, ça fait partie intégrante on va dire, de ma curiosité, de mon besoin tous les jours. Ça, oui. Si je peux juste, quels sont les outils que tu utilises pour ça? Est-ce que c'est Moi, j'ai pas une d'outils, hein. liste sur Twitter? Voilà, moi, j'ai des gens avec qui je suis connectée, j'ai des fils et j'ai pas forcément d'alerte sur des sujets. Enfin, j'ai quelques sujets que je suis, j'ai quelques mots-clés que je suis, et j'ai plutôt des gens, voilà, dans mon univers, donc dans innovation, transformation. Donc, c'est plus ça, mais j'ai pas d'outils de curation de contenu, en tant que tel. Après, il y a des gens qui font des belles newsletters, donc il y a tous les abonnements. En fait, il y a il y a tous les abonnements, tous les mots-clés, toutes les choses comme ça qui me ramènent des informations j'essaye de regarder. On peut pas tout regarder. Oui. Donc j'essaye de regarder et ça fait partie pour moi. C'est une première réponse à ta question. Pour moi, c'est dans mon ADN, dans ma façon de travailler. J'ai besoin de me nourrir d'un certain nombre d'informations, au même titre que je vais lire aussi des supports de presse. Voilà, ça rentre dans tout ça, dans ces éléments que je vais échanger avec des gens. Donc c'est un beau vecteur pour s'informer, pour partager avec des gens. Donc ça aussi c'est important parce qu'on partage en ligne, mais on partage aussi dans la vraie vie. Enfin, dans les deux en fait, c'est indissociable. Et donc ça permet de partager, de voir que telle personne a écrit un papier sur ça, de lui poser une question, d'aller chercher un expert sur ça. Tu lances un produit avec je sais pas, sur le cyber en assurance, tu vas dire, je vais aller interroger, tiens, dans mon réseau, il y a telle personne qui est hyper bon là-dessus, je vais aller l'interroger. Donc, c'est aussi une source d'aller plus loin, d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Donc, moi, je le prends vraiment comme ça. Donc, pour moi, c'est indispensable dans le travail au quotidien. Et après, ce que je l'entends en creux dans ce que tu disais, il y a aussi, toi, quelque part, tu communiques aussi. Donc pour moi, il y a aussi, on est dans une communauté et pour moi, on doit aussi partager. Donc quand il y a des choses qui sont intéressantes, il me paraît, peut-être c'est idiot, mais ça me paraît utile de les partager avec d'autres.
Donc, quand je vois des choses qui m'intéressent, je me dis: «Bah, tiens, ça peut être utile à ma communauté», donc je vais partager des choses. Je vais partager, parfois des points de vue, partager des posts ou je vais aussi mettre des commentaires, interagir avec les gens dans cette même optique et voilà, donc c'est vraiment ça et après, bah, il y a quand on travaille dans une entreprise ou et qu'on a des activités, bah, aussi, tous ces réseaux, ça sert aussi à faire connaître, à faire savoir. C'est un outil de communication, mais ça, c'est encore un autre volet. C'est un outil qui permet, bah, d'inviter les gens à un webinaire, à une conférence, de partager des contenus. Donc ça, c'est encore un autre volet. Mais il y a vraiment tout le volet qui est important de relations, de partage, de thématiques, de se nourrir, en fait, l'esprit. D'identifier des nouveaux champs d'activité, de rencontrer des personnes. En fait, on les rencontre physiquement et on les rencontre aussi. Moi, il y a beaucoup d'experts, beaucoup de personnes à qui j'ai pu parler et avec qui on se voit d'ailleurs aussi en vrai maintenant. Après, quand on est très loin, c'est plus compliqué. Mais avec qui on partage sur voilà, des experts sur des sujets qui sont très pointus et où moi j'ai besoin, par exemple sur la prévention des risques, sur les objets connectés, sur l'auto connecté. Sur la santé, il y a plein de sujets qui sont connexes à mon écosystème où je suis vraiment très intéressée d'avoir des gens avec qui échanger, partager. Donc en fait, on donne, on reçoit. C'est vraiment le principe de la communauté. Bah, c'est de donner, de recevoir, de partager et de faire ça bah, en continu en fait. Et oui, ça prend du temps. Oui. Mais après, c'est du temps qui est utile, quoi. Oh, ben, je suis plus que d'accord, Nelly. Et quand tu as dit ça peut paraître idiot, j'efface cette idée que de l'idiotie de faire ça parce que enfin, c'est vraiment dans mon ADN l'idée de donner avant de recevoir. Donc, tu prends, tu donnes et ça crée ton expertise par ailleurs aussi, pas simplement tu donnes pour la charité, etc. C'est fabuleux. C'est un très bon exemple, Nelly. Je te remercie de partager Non, mais ça. ce qui est important, je pense, c'est d'être soi-même. En fait, c'est toujours le même sujet. Enfin, le même sujet, c'est Mm. d'être authentique, de partager ce que tu connais avec les autres, d'interroger quand tu connais moins, de rebondir sur des choses et d'être dans un échange, dans une communauté au quotidien. Et c'est voilà, ça crée des belles rencontres. Et justement, ça permet. Enfin, moi, ce que je trouve bien avec ces réseaux et c'est la facilité en fait quelque part ça donne une simplicité. Enfin on peut voir que le côté négatif, moi j'y vois beaucoup de côtés positifs, c'est la simplicité d'accès et de partage à un savoir, à une diversité de personnes qui sans ces réseaux je ne les aurais jamais rencontrés, je n'aurais jamais pu leur parler et en fait ça rend tout le monde accessible. Moi quand des étudiants me disent bah tiens vous avez vu vous connaissez bien l'insurtech, l'assurance, est-ce que vous pouvez m'aider? Bah oui, dans 99% des cas déjà je leur réponds toujours et ensuite je trouve toujours un petit moment pour leur donner des éléments, leur redonner quelqu'un, un expert, etc. Et en fait c'est une richesse. En fait c'est vraiment une richesse qu'on crée tous ensemble et ça s'est pas perdu. Bah, ça c'est le web du début qui est toujours là et le web 3.0 justement pour reboucler avec ça, bah, il revient encore plus sur ces communautés. Et moi, je trouve ça très riche et très intéressant. C'est le côté voilà accessibilité, partage, être soi-même. Alors après, voilà, moi, je fais partie des gens qui essayent d'être eux-mêmes, authentiques et être soi-même et partager ce qu'on connaît et pas s'inventer des choses. Après, il y a des choses, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des choses. Mais on parle beaucoup des dérapages et on parle moins des choses qui sont utiles sur ces réseaux. Et Ouais. il y a énormément de choses utiles et intéressantes. Donc, Tout comme la parlons plutôt de presse. ça. Je trouve que c'est ça qui fait avancer. Les médias, ils préfèrent parler des mauvais cauchemars et tout le reste. Et ça me fait penser à une dernière question. C'est où est-ce qu'on en est par rapport aux assurances des avatars? Est-ce que c'est un truc? Est-ce que ça existe? L'assurance métaverse? Alors, je suis pas spécialisée forcément là-dessus. Il y a des produits. Alors, il y a des produits il y a des acteurs qui ont réfléchi à oui, tu es dans des métaverses, bah tu vas devoir effectivement t'assurer sur ce qui et donc il y a des petites choses qui existent aujourd'hui. Je suis pas ultra spécialisée sur le sujet. Ouais, non, mais c'est Je peut-être pas un peux sujet regarder. où Et il y a beaucoup de choses encore. j'ai vu des choses passer parce qu'en fait quand tu es dans un monde virtuel, bah tu vas avoir
d'autres assets à assurer, des éléments de ce que tu vas partager, de ton univers virtuel. Donc et de la partie identitaire aussi. Est-ce que si quelqu'un, mais ça c'est la même chose que sur d'autres réseaux sociaux. Donc il y a effectivement des sujets qui sont en train d'apparaître, mais aujourd'hui ça reste encore assez marginal, on va dire, par rapport à des sujets plus importants sur de l'assurance, quoi, comme du cyber qui est vraiment le gros sujet pour assurer les entreprises. Il y a plein de sujets plus, on va dire, plus focalisants aujourd'hui que celui-là aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'était juste pour un clin d'œil. Mais t'as raison, il y a des produits qui se sont lancés là-dessus, hein, donc j'imaginais t'as aussi totalement raison. où quelqu'un proche de moi s'est fait annuler sur Twitter et je me suis dit, si ça fait partie de comment tu gagnes ta vie, est-ce qu'il peut y avoir de l'assurance oui, mais alors là, c'est vraiment sur les sujets du risque cyber, ça c'est vraiment les sujets comme ça, et là, pour le coup, c'est une des grosses tendances, un des gros sujets avec toutes les attaques, avec les gens qui se font prendre leur profil, etc. C'est comment je me protège, comment ça se passe, parce qu'effectivement, quand c'est ton business, quand tu es influenceur et que c'est ton business, ou quand tu utilises ça pour aller chercher des clients, tu peux plus faire ton travail. Donc ça fait partie des sujets. Mais je répondais à ton sujet sur le côté avatar, qui était un sujet un petit peu plus, bien sûr. On va dire, non, mais c'était juste pour rigoler. Mais sur tout ce qui est cyber risque, c'est un gros sujet, notamment pour les entrepreneurs, pour les petites entreprises, pour les grosses aussi. Mais c'est un gros sujet qui est en plein développement, où il y a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont très bien faites pour aider les gens et pour faire de la prévention, en fait, pour aider en amont à bien se protéger, et pour, si jamais si on est attaqué, pour réagir vite et pouvoir récupérer ce qu'on a perdu, sa base de données, ses profils, etc. Donc ça c'est vraiment ultra développé aujourd'hui. Il y a plein de boîtes qui font ça très bien et qui se développent. C'est un des gros sujets du moment sur les réseaux et sur le web. Mon frère est passé par là. Nelly, je te remercie beaucoup. C'était passionnant. J'ai adoré écouter, apprendre, moi aussi. Comment est-ce que quelqu'un peut se connecter avec toi ou lire ce que tu écris? Quels sont les meilleurs moyens pour être mieux informé sur tout ce qui est assurance tech et Nelly Brossard? Il y a mon compte Twitter, donc c'est Nelbro, mon profil @Nelbro. Il y a mon compte LinkedIn, donc Nelly Brossard, ça c'est plus facile à trouver. Et puis il y a tout ce que je publie sur ces fils. Il y a l'association InsurTech France, où il y a aussi un compte Twitter et une page LinkedIn. Donc pour me contacter, en général je réponds aux gens, donc compte Twitter et puis LinkedIn avec plaisir. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans les show notes. Merci à toi, Nelly. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still, I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete.
what's wrong with challenge. I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, bit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman. Hi, I'm Christina Yerling-Biro, host of the podcast Pop Culture Confidential. Join me as I go way behind the scenes with some of the most influential people in entertainment and media. Hear actors such as Succession's Brian Cox talk about his favorite characters to play. There always has to be a mystery. The audience have to be in a situation where they want to know what's going on. Meet studio execs like Pixar chief Pete Docter and learn his secret on how he makes us cry. Emotion is our first language. And so many others who are defining popular culture, from Obama speechwriter David Litt to Top Chef host Padma Lakshmi. We don't often think about food politically, or we don't want to, but it really is. Join me. Search for Pop Culture Confidential wherever you get your podcasts.